En France, on sait faire dans les extrêmes, créer des voitures géniales et d'autres qui donnent envie de hurler rien qu'en regardant le compteur. Et c'est exactement ce contraste qui me fascine. Après avoir épluché les témoignages des mécaniciens, de garagistes et de grands sites auto, je vous présente les voitures françaises les plus détestées selon ceux qui ont eu le malheur de conduire ces modèles. C'est parti. Numéro 10, Renault Zoé, 2012-2024. La Renault Zoé est la petite électrique française qui a initié des milliers d'automobilistes à l'électromobilité. Il s'agit de la première citadine électrique à vraiment s'imposer en France avec plus de 420 000 exemplaires vendus. Une autonomie décente pour l'époque et surtout une conception pensée dès le départ comme une voiture électrique. Elle arrive en 2012 avec la promesse d'offrir l'électrique au plus grand nombre. Une batterie de 22 kWh à ses débuts, puis 41 kWh et enfin 52 kWh sur les dernières Z250. Une motorisation allant de 65 à 100 kW, un silence total et un coût d'usage imbattable. Sur le papier, c'est presque un sans faute. Alors, pourquoi la Zoé est-elle aussi détestée par une partie de ses propriétaires ? Eh bien d'abord, parce que la Zoé souffre d'un talon d'Achille ultra frustrant, sa gestion du 12 volts. Oui, la petite batterie auxiliaire, le truc le plus banal du monde. Et pourtant, c'est elle qui fait péter les plombs à des milliers d'utilisateurs. Vous êtes nombreux à l'avoir vécu. Le tableau de bord s'allume, et là, le message rouge, le fameux panne électrique, danger. Un message anxiogène, dramatique, qui vous fait croire que tout va exploser alors qu'il s'agit souvent d'un simple faux contact, d'un convertisseur DC-DC capricieux ou d'une batterie 12 volts affaiblie. Résultat, la Zoé peut se mettre en sécurité n'importe quand, sur un parking, en sortant d'un rendez-vous, ou pire encore, en plein trajet. Et ce n'est pas tout, les retours sont récurrents. Convertisseur DC-DC défaillant, faux contact dans les connecteurs, capteur sensible à l'humidité, message d'erreur fantôme, démarrage impossible par temps froid, batterie 12 volts à remplacer tous les 2 ans chez certains utilisateurs. Et ce qui énerve le plus les propriétaires, ce n'est même pas la panne elle-même, c'est l'attitude perçue comme fataliste de certains ateliers. On débranche, on rebranche, et on voit si ça revient. Sauf que quand on possède une voiture électrique, on veut de la confiance, de la prédictibilité, et pas un message rouge qui hurle « danger de mort » pour un capteur humide. Heureusement, les dernières générations sont nettement plus fiables que les premiers modèles, avec une autonomie réaliste et une qualité perçue en hausse. Avant de passer au numéro 9, si vous appréciez ce classement et que vous voulez soutenir notre travail, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Numéro 9, Renault Avantime, 2001 à 2003. L'Avantime, c'est l'enfant improbable né d'une collaboration entre Renault et Matra. L'idée, offrir aux anciens propriétaires d'espace un engin plus haut de gamme, plus stylé, tout aussi pratique. Une sorte de concept car mis en production, sans montant central, avec des portes immenses de 55 kg chacune, un toit panoramique énorme et une silhouette totalement unique. Techniquement, il reprend la plateforme de l'Espace 3. L'équipe lui greffe une superstructure en aluminium, et là commencent les ennuis. Pourquoi les propriétaires l'ont détesté ? Parce qu'il cumule un V6 glouton au lancement, pas de boîte auto, une finition inégale, des bruits aéros, un seuil de coffre absurdement haut, des sièges lourds à manipuler, des pépins électroniques et une habitabilité arrière indigne d'un engin aussi massif. Et quand les pièces deviennent rares, l'entretien vire au cauchemar. Aujourd'hui, il est même devenu un collector recherché. Un échec ? Oui. Une aberration ? Absolument pas. Numéro 8, Peugeot 5008, première génération, 2009 à 2017. Quand il arrive en 2009, le 5008 peut jouer les SUV avant l'heure. Habitacle lumineux, vraie modularité, tenue de route à la Peugeot. Et des moteurs modernes censés être révolutionnaires. Sauf que dans la vraie vie, beaucoup de ces mécaniques vont tourner au cauchemar. Je parle notamment des blocs essence 1,6 litre THP, chaîne de distribution capricieuse dès 60 000 km, surchauffe, fuite d'eau, turbo fragile. Du côté diesel, le 1,6 litre HDI 110-112 chevaux n'est pas mieux avec un volant moteur bimasse, des joints d'injecteurs qui fuient, des turbos qui lâchent et un FAB qui se colmate. Et les soucis ne s'arrêtent pas au moteur car s'ajoutent les boîtes automatiques hésitantes avant l'arrivée de l'EAT6,
une électronique nerveuse, des bruits parasites ainsi que des suspensions qui vieillissent mal. Les 2 litres HDI, eux, sont bien plus robustes. L'espace à bord est top, la conso est raisonnable, et bien entretenu, le 5008 peut encore être un très bon compagnon de route. Bref, une super idée, sabotée par des mécaniques trop fragiles. Numéro 7, Citroën C4 Picasso, 2006-2013, 2013-2022. Vous êtes des milliers à l'avoir adoré et détesté en même temps. Le C4 Picasso, première génération en 2006 puis deuxième en 2013, c'est l'héritier du Xara Picasso. Un grand pare-brise panoramique, une visibilité incroyable, un confort de tapis volant surtout avec la suspension pneumatique arrière et des motorisations HDI réputées douces. Citroën en a vendu près de 900 000 rien que pour la première génération. Alors, pourquoi tant de propriétaires en ont fait un cauchemar ? Parce que sous cette carrosserie de salon roulant, il y a une liste de problèmes récurrents. Sur la première génération, la boîte robotisée BMP6, lente et saccadée, les suspensions pneumatiques arrière qui lâchent, les faisceaux électriques capricieux, les plastiques fragiles. Sur la seconde, les moteurs Blue HDI 1,6 litre et 1,5 litre sensibles, sondes, réservoirs d'additifs, l'embrayage qui fatigue dès 40 000 km, la clim capricieuse et le PureTech 1,2 litre, dont la courroie imbibée d'huile peut s'effriter et boucher la lubrification. Le C4 Picasso est l'un des monospaces les plus agréables de sa génération, sauf que la fiabilité, elle, ne suivait pas toujours. Numéro 6, Peugeot 208 de 2019 à aujourd'hui. Elle a été élue voiture européenne de l'année 2020, numéro 1 des ventes en France pendant 3 ans, et même numéro 1 en Europe en 2022. Pourquoi un tel paradoxe ? Déjà, la 208-2 marque une rupture. Fini la production en France. Elle sort désormais de Slovaquie, Maroc, Espagne, avec des qualités perçues qui varient d'une usine à l'autre. Et ça, les propriétaires l'ont senti. Beaucoup adorent son style inspiré de la 508, son high cockpit futuriste, ses moteurs PureTech vifs, sa tenue de route exemplaire. Mais derrière le design, les critiques reviennent comme un leitmotiv. Premier point noir, le 1,2 litre PureTech. Chaîne ou courroie selon les versions et une réputation, disons, compliquée. Consommation d'huile, bruit parasite, message d'alerte. Même si Peugeot a corrigé beaucoup de choses, le mal est fait car les forums débordent de retours inquiets. Deuxième reproche, l'électronique. L'écran tactile qui bug, les aides à la conduite capricieuse, le start and stop lunatique. Si l'on ajoute les augmentations de plus de 3 500 € entre 2019 et 2023, pas étonnant que beaucoup aient eu l'impression de débourser trop pour un résultat plutôt limité. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et on passe tout de suite au numéro 5. Numéro 5, Renault Scénic 2, 2003-2009. Je sais que le Scénic 2 est un monument des années 2000. Le monospace préféré des familles, celui qu'on voyait partout sur les parkings de supermarchés. Et c'est aussi l'un des modèles français les plus détestés par ses propriétaires. Et ce n'est pas pour rien. Quand il arrive en 2003, le Scénic 2 veut faire mieux que son grand frère. Plus moderne, plus grand, mieux fini, avec une planche de bord futuriste et surtout une modularité exemplaire. Franchement, l'habitabilité, c'était son énorme point fort. 3 sièges arrière individuels, un coffre immense et un confort routier très correct grâce au train roulant de la Mégane 2. Malheureusement, il va se transformer en cauchemar mécanique pour beaucoup de familles. Le problème, c'est diesel. Le 1,5 litre DCI et le 1,9 litre DCI cumulent les faiblesses avec ses coussinets de bielle fragile, des turbos qui lâchent, un EGR qui s'encrasse, des pompes à injection qui produisent de la limaille, sans parler des alternateurs, des embrayages, des volants moteurs, des radiateurs et même un calculateur de direction assisté. Ajoutez à ça les rappels sur les amortisseurs, les ceintures, la direction, et vous comprenez pourquoi certains propriétaires parlent de ruine roulante. Numéro 4, Renault Mégane 2, phase 1, 2002 à 2006. Élue voiture de l'année 2003 en Europe, produite à plus de 3,1 millions d'exemplaires, elle a permis à Renault de rayonner en Europe. Et pourtant, c'est aussi l'une des Françaises les plus détestées par ses propriétaires. Oui, celle qui a déclenché des litres de café renversés au contrôle technique et des dizaines de milliers de messages sur les forums de mécanos. Alors, laissez-moi vous expliquer. Historiquement, la Mégane 2 arrive en 2002 avec pour ambition claire remettre Renault au sommet du segment compact. Plateforme c'est moderne, confort de référence, sécurité exemplaire, 5 étoiles Euro NCAP, moteur essence et diesel variés, design en caisse à savon ultra reconnaissable. Sauf que Renault a voulu aller trop vite, trop fort. Et là,
c'est le drame. Les moteurs diesel DCI, surtout les 1,5 litre et 1,9 litre DCI de première génération, ont pourri la vie de milliers d'automobilistes. Turbo fragile, vanne EGR qui s'encrasse en un clin d'œil, injecteur sensible, coussinet de bielle catastrophique, pompe à injection qui fabrique de la limaille. Sans oublier la casse moteur avant 2003, un traumatisme pour la réputation de Renault. À cela s'ajoute une électronique capricieuse, des vitres électriques bloquées, une carte main libre parfois fantaisiste, un capteur pluie lunatique, une fermeture centralisée imprévisible. Et je ne parle même pas de l'usure anormale des pneus arrière, du train arrière hors tolérance, ou encore des soucis de boîte 6 vitesses qui craquent parfois plus qu'un vieux meuble Ikea. Et c'est pour ça qu'elle est à la 4e place de ce classement. On continue ? Numéro 3, Peugeot 307, 2001 à 2008. Quand elle sort en 2001, la 307 veut casser les codes. Elle surélève la compacte classique, propose une visibilité façon monospace, un habitacle lumineux, un break SW avec toit panoramique et même un cabriolet CC. Et côté moteur, il y avait du choix, du petit 1,4 litre de 75 chevaux jusqu'au 2 litres de 180 chevaux, sans oublier les HDI 90, 110 et 136 chevaux très appréciés. L'espace, la modularité, la sécurité, 4 étoiles Euro NCAP, honnêtement, elle avait de vrais arguments. Alors, pourquoi cette réputation ? Parce que la 307 a été victime d'un mal que beaucoup d'automobilistes n'ont jamais digéré. Une fiabilité électronique catastrophique sur la phase 1. Multiplexage capricieux, voyant qui s'allume sans raison, lève-vitre fatiguée, problème de SP, de BSI, de centralisation, sans parler de la fameuse boîte automatique AL4, aussi douce en théorie que capricieuse en pratique. Beaucoup ont passé plus de temps chez le garagiste qu'au volant. Pourtant, et c'est important, la phase 2, lancée en 2005, corrige une bonne partie des défauts, améliore la finition, fiabilise les moteurs HDI et assagit l'électronique. Ceux qui en ont une tardive le savent, une 307 bien entretenue peut être une compagne de route très honnête, confortable et économique. Mais voilà, en automobile, la première impression reste souvent la dernière, et la 307 n'a jamais réussi à faire oublier ses débuts douloureux. Passons à la suivante. Numéro 2. Renault Laguna 2, 2001-2007. La Laguna 2, quand elle sort en 2001, est la première voiture au monde à obtenir 5 étoiles à l'Euro NCAP, ESP de série, bon confort, comportement routier sérieux, bref, Renault veut frapper fort dans la catégorie familiale. Sauf que derrière cette vitrine technologique se cache un cauchemar mécanique et électronique. Sur les premiers modèles, c'est la fête aux défaillances. Calculateur d'injection instable, problème d'embrayage sur les boîtes 6 rapports, fuite sur la rampe commune des diesels, direction assistée fragile, filtre à huile défaillant. Et je ne vous parle même pas des blocs 1,9 litre DCI et 2 litres 2 DCI. EGR qui s'encrasse, turbo fragile, coussinet de bielle qui lâche, moteur qui s'emballe, échangeur percé, une vraie liste de courses. Heureusement que les versions essence sont globalement fiables. Le restylage de 2005 corrige beaucoup de problèmes, rendant la voiture bien plus recommandable. Numéro 1, Renault Velsatis, 2002 à 2009. Je sais, finir ce classement sur la Velsatis, c'est presque trop évident. Mais comment parler des voitures françaises les plus détestées par leurs propres propriétaires sans évoquer celle qui devait symboliser la renaissance du haut de gamme Renault et qui a finalement incarné tout l'inverse ? Et avant que vous écriviez en commentaire que c'est juste une berline moche, laissez-moi vous raconter pourquoi la Velsatis est devenue le cas d'école. À son lancement en 2002, Renault veut casser les codes, ne plus copier l'Allemagne, mais proposer une berline différente, tournée vers le confort, l'habitabilité et le design audacieux. Sur ce point, mission accomplie, avec 1,55 m de hauteur, une silhouette de faux monospace, un haillon improbable, la Velsatis, on l'aime ou on la déteste. Malheureusement pour elle, le marché a choisi son camp. Pourquoi les propriétaires la détestent ? Pour une raison simple, la fiabilité. Les premiers modèles ont accumulé les soucis comme aucune Renault du segment ne l'avait fait depuis longtemps. Une électronique capricieuse, une carte de démarrage fragile, des optiques qui se dérèglent, des baguettes qui se décollent, sur une voiture à plus de 40 000 €, et le tristement célèbre V6 DCU Isuzu surchauffant jusqu'à la casse, ruinant des moteurs entiers. Ajoutez à ça des vannes EGR qui s'encrassent, une direction qui prend du jeu, des rappels à répétition et une décote si brutale que beaucoup ont eu le sentiment d'avoir jeté leur argent par les fenêtres. Tout n'était pas raté. Les Velsatis équipés des moteurs essence, notamment le V6 Nissan 3,5 litres, sont aujourd'hui recherchés pour leur confort et leur fiabilité correcte.
Les modèles post-2006, avec les nouveaux diesels 2 litres DCI, sont nettement plus fiables. Le problème, c'est que le mal était fait. Entre l'Avantime et la Velsatis, Renault a brûlé son capital confiance dans le haut de gamme. 62 201 exemplaires vendus, quand Renault en espérait 50 000 par an. Écrivez-moi ce que vous pensez de cette voiture ou partagez votre expérience ici en commentaire. Pensez à vous abonner et je vous dis à très vite dans le Garage Français.